Salut les fêlés! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fêlés, votre blessure vaut de l'or, le podcast où les coups durs deviennent des tremplins. Je suis Flavie Carrette et ensemble nous allons plonger, sans filtre, dans l'histoire d'un sportif de haut niveau qui, malgré des blessures marquantes, a su se réinventer et se dépasser. Ici, on explore l'humain derrière l'athlète, ses doutes, ses vulnérabilités et aussi ses victoires. On va découvrir comment cette épreuve a changé sa trajectoire et l'a aidé à aller encore plus loin. Préparez-vous à être inspiré par ce récit puissant. C'est parti! Je suis avec Simon Cardon, ancien champion du monde master de descente à VTT et aussi ch'ti et pionnier dans sa pratique et dans notre région natale. Il est aussi dirigeant de Bubble Green, conseil en numérique responsable, et de Green Web, qui s'occupe de la conception de solutions digitales éco-responsables. Je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode. Eh ben, je suis ravi également, merci. D'ailleurs, on fait ce premier épisode un vendredi 13 et je trouve que c'est une belle métaphore qui met en lumière le thème du podcast, transformer la malchance en chance, puisque évidemment, nous allons parler de tes blessures. Mais avant ça, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de qui tu es, ton parcours dans le sport ? Oui, alors bonjour tout le monde. Déjà, tu m'as bien présenté. Donc, quelques mots dans le sport. J'ai quelques années de pratique derrière moi. J'ai commencé le vélo quand j'avais 6 ans et demi. Au préalable, plutôt dans la discipline, plutôt dans du trial. Cross-country, mais quand on est petit et qu'on fait du VTT, on a le droit à plusieurs disciplines. Et puis à mes 12 ans, j'ai commencé à faire du BMX pour 2 ans. Ensuite, j'ai eu quelques problèmes de santé qui ont finalement rythmé ma vie. Je crois que c'est un peu la thématique du jour. J'ai repris ensuite par la descente quand j'avais 17 ans, quand j'avais résolu quelques problèmes de santé. Et puis, j'ai pas réussi à lâcher depuis. Finalement, je suis accroché à mon VTT descente. J'ai eu la chance d'être élite de mes 19 à 25 ans à peu près, et donc de faire des Coupes du Monde et de parcourir un petit peu le monde autour de cette passion qui était aussi finalement rémunératrice, donc qui me permettait aussi d'en faire finalement mon travail pendant mes études. Ok, ça c'est un point très important chez le sportif, c'est pas la chance de tout le monde sur ce point, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, c'est vrai que pour anecdote, mon plus gros sponsor était la région Nord-Pas-de-Calais, donc ce qui était assez drôle puisque c'était un endroit où on pouvait pas pratiquer, mais où on avait des avantages financiers. Donc par rapport à tes blessures, est-ce que tu peux nous raconter les circonstances, soit de tes diverses blessures, parce que je sais que tu en as cassé des choses sur toi, ou si tu veux qu'on aborde une blessure en particulier. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de blessures quand j'avais 30 ans, donc c'était il y a 7 ans. J'avais fait un bilan avec mon papy, parce qu'il venait de se casser le bras pour la première fois à 89 ans. Et moi je lui avais dit, donc à 30 ans, j'avais déjà passé plus de 3 ans et demi de ma vie finalement à moitié handicapé avec des plâtres et compagnie. Donc j'en ai eu des blessures, c'est parti de blessures qui étaient... j'ai eu des ostéochondrites et ostéochondroses quand j'étais petit, donc qui sont des blessures liées à la surexploitation finalement des articulations. Et ensuite j'ai eu des blessures qui étaient plutôt liées à des accidents de la vie justement un petit peu dans les sports extrêmes. Donc je me suis cassé 3 fois les épaules, je me suis cassé les 2 coudes, le genou droit, la cheville droite, la main droite, le pouce droit. Voilà, et là, dans 2 semaines, je me fais réopérer justement de la clavicule pour retirer le matériel d'une part, et aussi faire une résection de la clavicule. Ça veut dire qu'on va me découper le dernier centimètre de la clavicule parce qu'elle est trop usée, j'ai trop d'arthrose. Donc voilà un petit peu où j'en suis aujourd'hui, mais je suis pas plus gêné pour autant. Mais je crois qu'on va détailler ça un peu par la suite. Ben oui, et s'il y avait justement une blessure dont tu as envie de nous parler, ce serait laquelle? Celle qui t'a le plus marqué ou t'as appris peut-être ensuite des superbes choses? Alors, il y en a vraiment une en particulier qui m'a fait passer un cap, je pense, dans ma vie. J'avais 31 ou 32
années d'expérience déjà derrière moi. Et pour le coup, je me suis pas cassé quelque chose, je me suis fait une luxation Ok. de l'épaule gauche en faisant de la moto d'enduro. En fait, j'ai voulu passer un obstacle et la moto m'est tombée dessus. Et pour pas qu'elle m'écrase, je l'ai poussée avec ma main et ça m'a déboîté le bras. Et j'avais une luxation de 12 cm. Donc je me suis retrouvé avec la tête de l'humérus sur les côtes. Ok. Et ça a été la pire douleur de tout ce que j'ai eu. C'était vraiment horrible. Genre le moindre tremblement d'un truc, etc., ça me tirait tellement sur les nerfs que c'était assez affreux. J'étais aussi au milieu du Massif Central. Il fallait repartir en moto pour aller voir les pompiers qui étaient à 30 km de là, qui m'attendaient sur le bord d'une route pour me récupérer. Donc j'ai des copains qui m'ont posé sur une moto. J'ai dû passer par des chemins pour arriver jusqu'à la route où j'en pouvais plus de la douleur. C'était assez horrible. J'étais hyper bien accueilli par 2 voitures de pompiers au milieu de nulle part et 6 pompiers. J'avais jamais vu un cortège pareil. C'était assez fou. J'ai vraiment douillé. Donc je suis arrivé à l'hôpital. On m'a fait donc on m'a remis un petit peu l'épaule en place, hein, je crois que ça s'appelle une réduction. Et après m'avoir shooté au gaz, je me souviens encore d'ailleurs du délire dans lequel j'étais. C'est un gaz hilarant qui est absolument exceptionnel. Oui, Et j'étais en plein Mario Kart sur différentes planètes. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit merde, ça y est, c'est fini. C'était trop bien le truc. J'étais vraiment parti dans un jeu vidéo qui était terrible. En fait, je me souviens bien de ça parce que c'était assez particulier. Après 3 semaines d'épaule dans une belle, comment on appelle ça déjà? Attelle. Attelle, j'oublie tout le temps ce terme. Apparemment, il veut sortir de mon cerveau. Ouais. Je me suis rendu compte que j'arrivais plus à faire aller mon bras en arrière. J'avais vraiment un truc ça marchait pas. Comme si mon cerveau n'était plus capable de comprendre le mouvement que je cherchais à faire avec mon bras. Et c'était vraiment étrange et surtout c'était assez affligeant. Enfin, ça me foutait les boules. Bah ouais, j'imagine. Là, je commençais à me dire est-ce que je vais récupérer ce mouvement-là sur mon bras, aller en arrière? Enfin, ça paraît basique. Et puis j'ai consulté, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais les nerfs qui commandaient le deltoïde postérieur, donc à l'arrière de l'épaule. Qui ne répondaient plus. Ok, ça fait flipper. Et ça fait flipper. Surtout qu'il y avait personne, même le neurologue, qui était capable de me dire si j'allais récupérer le mouvement un jour. Et je pouvais rien faire, hein. Enfin, j'étais complètement handicapé parce que on se rend pas compte, mais quand il y a un muscle finalement du corps qui répond plus, là en l'occurrence, le fait de tirer sur le bras n'était plus possible. Donc j'ai pris un petit peu mon mal en patience. Je me suis juste dit que si le muscle ne fonctionnait pas, j'allais un peu l'agiter par moi-même. Donc je faisais de l'électrostimulation 12 heures par jour, toute la journée au bureau. J'avais mon truc qui faisait poète, 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 poète. Donc ça me secouait le bras toute la journée. Mais j'ai récupéré un muscle qui était d'ailleurs 2 fois plus gros, je pense, que de l'autre côté en 2 semaines de temps. Et bref, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, jusqu'à un moment, mais 2 mois et demi plus tard quand même, un matin, j'ai commencé je commençais à parvenir justement à remettre mon bras vers l'arrière. Alors très lentement, mais je commençais à me rendre compte que mon cerveau recomprenait comment ça fonctionnait, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, ça revient. Parce que le neurologue m'avait dit, oui, en fait, les nerfs, ça se régénère, etc., mais ça prend énormément de temps. C'est 1 millimètre par mois. Et puis, on ne sait pas. Il me disait peut-être que la semaine prochaine, ce sera bon. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans. On n'en sait rien. Si ton nerf est complètement arraché, on ne pourra pas en faire grand-chose. Toi, t'as pas eu envie de t'arrêter à ce diagnostic-là? Non, non. T'as pas envie d'y croire, quoi, à ce moment-là? J'avais pas du tout envie d'y croire. Et justement, je me suis... Et je me suis un peu acharné sur le truc en me disant non, ça c'est mort, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai fait énormément d'électrostimulation. Quand j'ai senti le signal revenir, j'ai commencé à refaire vite de la musculation et finalement c'est revenu 1 semaine après. J'avais vraiment retrouvé un mouvement qui était à peu près normal en termes de commande. Hein. Ouais. Après, il fallait que je remuscle, etc. Mais en tout cas, c'était la première fois que je m'étais senti si menacé. Ok, Finalement, menacé. je me sentais vraiment menacé presque dans mon intégrité, dans qui j'étais, etc. Parce que j'étais vraiment diminué. Finalement, envie de me battre contre ça. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où, pourquoi je disais que ça avait changé quelque chose dans ma perception des choses, c'est que j'ai eu l'impression de toucher, je pense, le fond le plus bas, le niveau le plus bas possible
de ce qu'on pourrait être soi-même, en tout cas physiquement, d'être tellement diminué que en fait derrière ça m'a surboosté, je crois. Ouais, ok. Ouais. Et au moment là justement où tu sens que tu as l'épaule, en tout cas le bras qui réagit plus, si cette blessure justement c'était un animal ou un objet, ce serait lequel? Je pense que si c'était un objet, ce serait un punching ball. Ok. Clairement, j'aime bien cette analogie, simplement parce que je fais aussi un petit peu de boxe thaï et je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est que ton adversaire ou le punching ball, en fait, te renvoie un peu les coups que toi tu mets. Et surtout le punching ball, ça te renvoie vraiment. Si tu veux mettre la dose, il te renvoie la dose. Si tu mets que dalle, en fait, il te renvoie que dalle. Et là, je me battais contre moi-même. Et du coup, c'était vraiment ce combat. C'était moi qui le dosais comme je voulais. Mais je savais que c'était contre moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai compris que quand on fait un challenge, de façon générale, même si on a des concurrents, et ben en fait, le combat, il est avant tout contre soi-même. Et qu'il faut d'abord, en fait, réussir à se battre et à donner le meilleur de soi-même pour être capable, finalement, de battre les autres, etc. Mais c'est aussi comme ça que, finalement, on en arrive à se satisfaire de ce qu'on fait et d'avancer. Ah, pour le coup, ouais, c'est là t'as le contrôle. C'est toi qui as le contrôle sur toi et finalement c'est le seul qu'on ait à notre disposition. Les adversaires, on peut rien y faire, ils sont présents. Et... Non, mais c'est exactement ça, mais en fait ça m'a vraiment appris ce côté faut se battre contre soi-même. Et je me suis entraîné, je me souviens, j'ai récupéré le mouvement de mon bras aux alentours de fin avril, début mai, alors que je m'étais blessé en janvier. Et cette année-là, 2 mois plus tard, donc vers la mi-fin juillet, j'ai gagné le championnat du monde de master de descente. Et en fait, j'étais dans un mood où en fait j'avais envie de tout arracher. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que j'ai aussi appris cette année-là à gérer mon stress. Dans le sens où j'arrivais au départ de certaines compétitions, comme là, au championnat du monde, avec vraiment un mental de guerrier. J'étais là en mode je donne le meilleur de moi-même, mais contre moi une fois de plus. Genre, mon objectif, c'était pas de gagner, c'était juste de faire le meilleur run possible. Mais oui, c'est ça la différence. C'est ça la différence, parce que du coup, j'avais pas du tout la pression des autres, etc. Oui. J'étais juste en mode donne tout et ça va être trop bien. Mais c'est ça, donner le meilleur de soi-même. Encore une fois, c'est la seule chose qu'on peut contrôler. Et souvent, c'est ce qui nous permet finalement de gagner ou pas, parce que finalement, on n'a plus besoin de ça. Que de ça, en tout cas. Non, on n'a pas besoin que de ça. Mais c'est vraiment... moi, j'ai vraiment découvert finalement le pouvoir, je pense, du mental à ce moment-là. Et c'est quelque chose que maintenant j'applique finalement dans un peu tout ce que je fais, et notamment sur les aspects entrepreneuriaux, dans le sens où là, dans le fait d'être chef d'entreprise, de mener des projets, etc., et il y a ce côté, on essaye une fois de plus de se recentrer sur soi-même pour pouvoir avancer, donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est important de regarder son écosystème, etc. Mais je pense qu'il faut d'abord savoir se remettre soi-même en question, poser un peu les cartes sur table, en tout cas ce qu'on a dans le cerveau, je pense, et de savoir faire la part des choses. Et la part des choses, finalement, elle se fait d'une façon assez simple, parce que quand on pose les cartes sur la table, même en tant que sportif, et qu'on se dit, voilà, moi, mes faiblesses, c'est ça, mes points forts, c'est ça, et comment je crée en fait un équilibre dans tout ça, qui me convient à moi, dans lequel je suis en phase avec moi-même, et qui fait que justement dans cette logique d'amélioration, de progression, je m'y retrouve. Et c'est à ce moment-là, je trouve que justement on capte le bon équilibre entre réussir les challenges et les objectifs qu'on s'est donnés, et en même temps considérer ce qu'on a à tort un échec par vraiment une forme d'apprentissage et de formation. Le processus, un vrai sujet pour les sportifs, et ne pas viser que le résultat, en effet. Je te laisse tirer une question justement pour continuer à comprendre ta blessure. Pour ceux qui ne voient pas, je lui propose 5 cartes avec une question chacune. Tu as laquelle? Je te laisse la lire. Alors, j'ai la number 1. En quoi cette épreuve a révélé des aspects de ta personnalité que tu n'avais peut-être pas pris le temps d'explorer avant? Je pense ma capacité de résilience déjà. J'ai toujours été à la base quelqu'un qui était assez impatient
et qui était un peu on-off, mais on-off, ça veut dire aussi up and down. Et je pense que cette épreuve, elle m'a obligé à prendre du recul et à voir les choses avec un peu plus de philosophie, on va dire. C'est-à-dire, là, j'étais vraiment livré à... C'était un vrai problème, le fait d'être handicapé. Et du coup, ça m'a appris sur le fait que, en fait, j'avais beau, dans tous les cas, essayer de m'acharner ou quoi que ce soit. En fait, ce qu'il fallait, c'était être patient, faire les choses méthodiquement, vraiment mettre en place, un peu comme tu l'as évoqué tout à l'heure, une forme de processus, d'abord mental, vraiment stratégique, hein, du coup. Finalement, c'est ça, parce que je pense que ce côté mental, c'est quelle stratégie tu mets en tête dans ton cerveau, et ensuite tu la déroules. Donc les aspects, on va dire, plus opérationnels. Mais je crois que ce qu'on oublie de faire, c'est d'avoir cette phase stratégique toujours en amont, et ensuite on déroule. En fait, c'est marrant d'ailleurs qu'on parle de ça finalement, parce que c'est un peu ce que je répète tout le temps dans le boulot maintenant. Et là, on sort un projet sur GreenWeb qui s'appelle Green IT Impact, qui est un outil pour aider les entreprises à déployer des stratégies dans le numérique responsable. Ok. Et en fait, on a inventé une méthodologie du coup qui fait bien la distinction entre le côté stratégique, où on prépare les choses, on s'assure que tout est bien organisé, on a bien les bons outils, on a bien tout pour pouvoir ensuite dérouler d'un point de vue opérationnel. Et c'est vrai qu'on s'est focalisé là-dessus pendant, ça fait 1 an et demi qu'on travaille en R&D par rapport à ça, mais c'est exactement la même logique que se dire, on travaille le mental, et par rapport au mental derrière, et justement, on se met en ordre de marche, et on avance. Prendre un peu plus le temps en amont pour finalement être encore plus efficient par la suite, quoi. Je pense, ouais. Et surtout, j'ai l'impression que, pour en refaire le parallèle avec le sport, en fonction de ta personnalité et du recul dont tu as besoin, en fait, c'est plus ou moins indéniable. Dans le sens où si tu es quelqu'un qui cogite beaucoup, ta stratégie mentale, en gros, elle doit être béton en amont. Parce que tu sais que tu cogites surtout. Et que le moindre détail... Exactement. Même, je vais changer ma phrase, mais le diable est dans le détail. Et qu'il faut l'intégrer, en fait. Et je pense que j'ai eu un gros travail avec... pour le coup, un accompagnateur dans le coaching mental. Ouais. Un peu à cette période-là. Hein. Et en fait, c'est parce que je suis pas arrivé tout seul. En fait, j'ai pris conscience, moi, de certaines choses tout seul, mais je me suis rendu compte aussi, après, que j'avais pas forcément les outils, fait, pour avancer. Et en fait, c'est ça qui a fait que j'avais des questionnements. Le hasard du Nord a fait que j'ai croisé quelqu'un qui m'a accompagné ensuite pendant 3-4 ans. Ok. Donc on a eu on a relevé quelques beaux challenges ensemble. Mais clairement, c'était grâce à ses compétences de coach mental par rapport aux outils qu'il m'a appris dans la relaxation, dans l'appréhension, dans le centrage sur soi, que finalement j'ai su le faire. Et je pense qu'à aujourd'hui d'ailleurs, moi je recommande, et je suis le premier à recommander, le fait d'oser se faire entourer, de se faire accompagner pour pouvoir avancer. Et je pense même que c'est presque inconditionnel. C'est inéluctable. Parce qu'en fait, on a seul c'est trop de réflexion finalement à porter. Et je pense que il y a tellement de réflexion, ça peut être même trop lourd. Alors que si on est accompagné, ça nous permet justement de se réajuster et de se repositionner au bon endroit. Merci d'en parler. Alors, en plus, évidemment, c'est mon métier, donc je ne saurais qu'être d'accord avec toi. Et en effet, l'idée d'avoir un coach mental, que ce soit en entreprise ou dans le sport, c'est vraiment de permettre à l'individu d'un peu de prendre de la hauteur, se décentrer, de lui permettre finalement d'avoir d'autres lunettes pour avoir un plus grand champ de vision sur ce qui se passe en lui pendant ses cross-compètes ou les périodes un peu intenses en entreprise. Donc oui, c'est... t'as raison de l'évoquer parce que c'est essentiel. Et je suis encore étonnée aujourd'hui que finalement, même au haut niveau, soit pas obligatoire comme un préparateur physique, comme avoir un kiné. C'est... Non, mais c'est vrai que c'est en plus dans le sport de haut niveau, on voit encore que ce qui prédomine, c'est le préparateur physique. Ouais.
alors qu'on sait qu'aujourd'hui, tout se passe dans la tête. Exactement. Et que le préparateur physique ou tout ce qui est physique en nous, finalement, n'est qu'une déclinaison de ce qu'on a dans le cerveau. Donc je pense qu'effectivement, on ne prend pas les choses par le bon bout. On voit, en tout cas dans le sport à niveau français, que c'est très différent si on va à l'étranger, notamment aux États-Unis. Ils ont 25 longueurs d'avance sur nous. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que des Léon Marchand et compagnie, ils ont été préparés d'abord mentalement, ensuite physiquement. Et d'ailleurs, c'est ça qui change énormément de choses. Et c'est ce que disait Léon Marchand dans les interviews, quand il parlait de pourquoi il en est arrivé justement à ce niveau-là. Ouais. C'est que, en fait, parce que faire des longueurs, il aurait pu faire des longueurs en France. Mais il n'a pas du tout été accompagné de cette façon-là en étant aux États-Unis. Il a vraiment été, il a fait un travail sur lui qui était énorme. Et ils ont su justement faire ressurgir ces points vraiment positifs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il nage, donc physiquement et techniquement, différemment des autres. Ce qui est assez fou, quoi. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, on le dit, il y a au moins 70% de la performance qui est due à l'état d'esprit. Donc si tu es en confiance, si tu vois le positif, ça te donne envie de te battre, ça te donne envie de te dépasser et aussi de t'amuser parce que en fait, tu prends tellement de plaisir dans ton sport ou dans ta pratique que tu as envie de continuer à pousser les limites, quoi. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est ça, réussir à faire en sorte que ce côté boule au ventre, stress, etc., au final, n'existe même plus et n'est même plus de raison d'être. Parce que tu es juste là pour kiffer le moment, en fait. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est qu'on écoute beaucoup son mental, alors que en fait, les secrets sont dans le corps. Donc, parce que le mental, lui, il n'est pas encore prêt à ça. Et pourtant, toutes nos ressources, elles sont dans l'instinct, dans le cœur, Et si on se laisse guider par ça, après, c'est que du kiff, même en compétition, même devant des milliers de spectateurs. Ouais, absolument, je partage pleinement. Ok, comment tu as géré l'équilibre entre tes attentes de guérison et la réalité de tes progrès ? On a quand même vu que tu avais progressé quand même assez rapidement, mais est-ce que quand même il y a eu des moments un peu de flottement ou... Quand on narre une histoire, on met toujours en avant les plus beaux moments, ou en tout cas ceux qui correspondent à des jalons intéressants. Non, il y a forcément des hauts, des bas, etc. Clairement, au début, comme j'ai passé des semaines avec des électrodes au bras, je perdais de temps en temps espoir. Des matins, ça allait mieux, et d'autres matins, ça allait un peu moins bien. Donc, non, je pense que... Il y a ça, puis le fait que c'est pondéré finalement aussi par notre vie à côté de ça. Enfin, moi, j'étais pas que sportif de haut niveau à cette époque-là. J'étais déjà chef d'entreprise. J'étais aussi pas encore marié, mais justement, je préparais mon mariage, etc. Non, en fait, j'avais aussi ça en parallèle. Bien sûr. On essayait avec ma femme d'avoir notre premier enfant. Enfin, il y avait tout ça qui se mélangeait. Et le fait de se sentir, je pense, un peu diminué sur l'aspect physique, etc., ça ne nous confère pas le summum des mentales pour le reste des choses qu'on doit accomplir à côté. Quand on a des collaborateurs, quand on doit gérer des projets, surtout quand je travaille dans la tech, et du coup, c'est des trucs toujours un peu touchy et compagnie. Donc non, c'était loin d'être un long fleuve tranquille. Mais je pense que c'est ça aussi qui m'a appris à être plus patient, dans le sens où les choses, elles se font pas forcément du jour au lendemain, quoique des fois on prend conscience d'une chose et du coup après on est capable de changer les choses du jour au lendemain. Et ça c'est un point, je pense, qui est assez intéressant. On le retrouve dans le sport, on le retrouve aussi dans mon métier qui est l'écologie digitale. Dans le sport, pourquoi ? Parce que moi, j'ai tilté du jour au lendemain, finalement, ma capacité d'auto-centrage et le fait que je devais, penser qu'à moi. Ça a été le fruit peut-être de longues discussions, etc. Mais ça a été à un moment donné un peu en mode tac, c'est bon, là, j'ai pigé le truc, ok. Ouais. Maintenant, faut que je le travaille, mais je commence à l'avoir. J'ai été sensibilisé. Ouais, il y a vraiment ce côté, c'est un peu ce qu'on s'inflige à nous-mêmes. En tout cas, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que depuis ces blessures où je me suis vraiment beaucoup plus écouté,
Parce que finalement, c'est ça aussi le truc, c'est que sur cette blessure que j'évoque là, c'est une blessure qui m'a remis en question d'un point de vue purement mental. Ensuite, j'ai eu d'autres blessures, comme ma clavicule l'été dernier, ou la main et le pouce l'été d'avant, qui m'ont un peu apostrophé sur le fait que comme je pouvais pas, de toute façon, j'étais obligé d'attendre pour la phase de convalescence, et bah, je me suis reporté sur d'autres choses que j'avais un peu en projet latent à côté. Et donc, ça m'a permis de me refocaliser sur autre chose, de faire passer le temps. Je sais que j'avais 2-3 mois un peu à attendre ou de faire les choses un petit peu différemment. Et je me suis concentré sur d'autres choses et ça m'a appris de nouvelles choses qui ont été complémentaires finalement à la base, etc. Et tout est complémentaire et tout vient faire en sorte que ça nous nourrit en fait. Bien sûr. C'était des expériences nouvelles. Et par exemple, là, je parlais tout à l'heure du projet Green IT Impact. Et ben, c'est un projet qui est né du fait que je m'étais blessé. Et j'ai un autre projet qui s'appelle EcoBuilder, qui est une technologie pour créer des sites web éco-conçus qui divisent par 10 leur impact environnemental. Ça a été né aussi de l'été dernier où j'ai passé du temps avec des côtes cassées, un pouce cassé, etc. Et où tout le mois d'août, j'attendais, entre guillemets. Mais en fait, voilà, je réfléchissais du coup à un nouveau projet. Ok, donc en fait, ces postes te permettent vraiment de mettre en action tes nouvelles idées, en fait, c'est ça? Ou d'avoir le temps de laisser cours à ta créativité? Ouais, je pense que de base, quand on est blessé comme ça, en fait, on voit ça toujours comme un échec. On l'a évoqué tout à l'heure. Et finalement, maintenant, je relativise beaucoup plus en me disant que le fait d'être blessé, finalement, c'est aussi l'opportunité de voir autre chose. Exactement. Alors, faut quand même se rappeler le fait que quand on est blessé, c'est chiant. Moi, j'ai 2 petites filles qui ont 4 et 5 ans, donc il y a 2 ans en arrière, quand il fallait s'occuper d'elles, qu'elles avaient 2 et 3, et que j'avais la main cassée, j'avais d'autres côtes cassées et compagnie, j'ai quand même bien lutté, mais c'était quand même une opportunité de faire une pause de ce côté-là, c'est-à-dire moins de bande passante à utiliser là-dessus, et utiliser de la bande passante justement pour d'autres choses à côté. Ça peut être tout type de projet, mais je pense qu'il faut quand même avoir en tête le fait que tout n'est pas négatif par rapport à ça. C'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de faire autre chose, et c'est l'occasion, dans tous les cas, de se remettre en question sur certaines choses. Ça peut être l'occasion de mieux s'occuper de sa femme. Exactement. Effectivement, mais ça fait partie justement du truc. C'est vrai que je dis nous, les sportifs, un peu dans les sports individuels, extrêmes et tout, on a un côté assez égoïste et égocentré. Vraiment, on est un peu dans notre bulle sur nous-mêmes, et la passion fait qu'on est vraiment dans notre sphère. Oui, bien sûr. Bon, je le suis moins maintenant que je l'étais avant, mais c'est vrai que le fait de plus avoir accès finalement à nos petits jouets finalement du quotidien, mais bon, d'un autre côté, certains diront que ça les fait vivre et que ça fait complètement partie de leur truc, et ce que je crois aussi maintenant dans tous les cas. C'est vraiment l'occasion d'avoir ce temps de distanciation, et une fois de plus, je leur dis, mais de reposer en fait les cartes sur la table. Et quelles cartes? C'est à vous de choisir les cartes en fait. Les cartes de sa vie, ses forces, ses faiblesses, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait chier. Enfin, vraiment, c'est l'occasion en fait de reposer les choses. Et une fois de plus, moi je leur dis par contre, parce que dire ça peut paraître un peu facile, mais il faut oser prendre du recul, se poser des questions, et il faut oser aussi se faire accompagner. Parce que quand on pose les questions, on se rend compte qu'en fait, des questions, il y en a beaucoup, voire trop. Trop à l'échelle de quelqu'un qui n'est pas formé pour répondre à ces questions. Parce que c'est ça aussi, on ne nous a pas appris à l'école à avoir un mental d'acier, à faire du préparé mentalement, etc. On ne nous a pas appris non plus la nutrition, ni tous les trucs de base de la vie. Charlemagne était incroyable. Mais en tout cas, voilà, il faut... Je leur dis, c'était pas le sujet qu'on était censé évoquer aujourd'hui, mais c'est vrai que seul, ça peut être compliqué. Donc il faut savoir que tous les plus grands champions, tous les gens qui ont été le plus loin à tout niveau, que ce soit des entrepreneurs, parce que moi je le vois maintenant, je suis entouré d'entrepreneurs, ils ont tous des coachs, et même des gens qui sont au CAC 40.
Ils ont des coachs, ils en ont même plusieurs. Mm. Les sportifs, les politiques. En fait, les gens s'entourent et il faut s'entourer justement sûr. de personnes qui viennent réussir à faire en sorte de nous créer la meilleure version de nous-mêmes en fait. Mais c'est ça, d'ouvrir tous les champs des possibles. Et en fait, on se connaît, je pense, je sais pas, peut-être à 20%, mais il reste 80% de possibilités. On fonctionne de cette manière, mais il y a forcément l'opposé qui est en nous et qui n'attend que ça de pouvoir être en lumière. Et ouais, c'est important, comme tu le dis. Et tu parlais de soutien, justement. Donc, pour le coup, là, de la part d'un coach mental. Mais aussi, est-ce que toi, tu t'es senti entouré de ta famille? Alors, dans le sport plutôt individuel que tu pratiques, est-ce que quand même, tu as réussi quand même à garder contact avec ce milieu, avec tes amis? Enfin, quel rôle ils ont joué là-dedans? Alors oui et non. Ok. Ouais, vraiment. Pourquoi? Oui, parce que les gens qui nous entourent normalement et qui nous aiment sont bienveillants et de bonnes intentions. Non, dans le sens où ils nous comprennent pas forcément. Et c'est ça, je pense que c'est ça tout l'enjeu, parce qu'ils ont beau vouloir peut-être aider d'une certaine façon. En fait, quand on est blessé, on est dans une configuration mentale qui fait que on n'est pas forcément réceptif. En fait, ce genre de bienveillance, etc. Et Ouais. que parfois, c'est tout l'inverse de ce que les gens cherchent à nous donner, qu'on souhaite. Mm. Il y a des gens qui vont... Enfin, je sais pas, peu importe, dans tout cas, ils sont bienveillants, mais ils vont nous Ouais. poser des questions, ils vont nous dire oui, mais tu devrais machin, et en fait, des fois, on a juste envie de Rien faire. rien. Enfin, Mais oui. ouais, voilà, il y a un décalage par Mm. rapport à ça, et faut pas oublier que la personne qui se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire qui évoluait à un assez haut niveau, qui a été blessée, c'est pas une posture très commune en fait dans la vie de tous les jours, et les gens qui nous entourent sont rarement aussi des sportifs de haut niveau ou des entrepreneurs, etc. Moi j'ai déjà eu vraiment, pour faire le parallèle, moi dans le sport, moi mes parents ont jamais fait de sport de leur vie. D'ailleurs mon père, quand j'ai été champion du monde master, j'avais reçu la médaille d'honneur de la ville de Béthune. Génial. Donc on est 2 citoyens d'honneur, j'en fais partie. Super. Et en rentrant chez mes parents, mon père m'a dit bon, en tout cas bravo, parce que j'ai tout fait pour pas que tu fasses du vélo, t'as quand même réussi à être champion du monde. Et c'est vrai qu'ils m'ont pas trop accompagné, etc. Mm. Après, j'ai une histoire personnelle qui a fait que mon père, il voulait surtout nous préserver, il avait trop peur en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait été descente. Il a toujours vu des trucs pas possibles. T'as pas été cool, quoi, sur ce choix du sport, hein? Ouais, je crois qu'il y avait un peu ça. Lui, il avait jamais trop fait de sport. Bref, j'ai perdu ma maman quand j'avais 4 ans. Ok. Et en fait, notre père a toujours fait en sorte de nous préserver. Mm. Et il s'est retrouvé avec 3 enfants casse-cou. Ouais, Et évidemment. un grand qui était aventurier et le plus petit, c'était moi. Et moi, ouais, j'enchaînais les trucs pas possibles. Quand j'avais 7 ans, j'ai gagné un concours de saut en hauteur de roller Mais non. à Intersport Béthune. J'ai sauté 2,50 m de haut avec un tremplin de 50 cm et j'avais que 7 ans. Et bref, j'ai même sauté après au-dessus d'un 806, je me souviens à l'époque, et mon père était sur le côté en se disant mais ils sont vraiment complètement marteaux mes enfants. Et en fait, je comprends maintenant avec son recul, je lui en voulais beaucoup avant. Mm. Et maintenant, je lui en veux plus du tout. Une fois que j'ai été papa, moi aussi, finalement, mes filles font du BMX. Sauf que si elles faisaient autre chose, en fait, ce serait bien aussi. Ouais, C'est tu juste qu'elles veulent faire du coup comme papa. Ça viendra en grandissant, peut-être, et peut-être pas. On a peut-être nos futures championnes. Je sais pas, elles feront bien ce qu'elles souhaitent. En tout cas, moi, je prends du plaisir à partager avec Ouais. elles. C'est ça que j'aime. Après, j'avoue, hein, j'ai 3 fois, voire 1000 fois plus peur à les voir rouler que moi quand je roule. Enfin, je me pose des questions. Je la regarde, clairement, Ouais. j'ai un peu les pétoches. Donc là, voilà, maintenant, je sais que mon travail mental, il va être à ce niveau-là. Faut se détacher un peu et de faire confiance aux filles. Bon, Tout à fait. l'avantage à leur âge, c'est que leur centre de gravité est bien plus bas que le nôtre. Ça fait moins mal. C'est vrai, mais leur niveau de conscience, il est aussi Bah, plus bien bas. sûr. Exactement. Ok. Là, on va passer du coup, t'en as déjà parlé d'un peu le revers de la blessure, les avantages que ça procure. Et bon, tu l'as dit de ton côté, ça a été un
en tout cas professionnellement, de mettre en place des nouvelles idées, d'avoir des nouveaux projets. Et du coup, si ta blessure était un super pouvoir, lequel, enfin, comment tu le décrirais ou lequel serait-il? Si c'était un super pouvoir, et ben, je pense que vraiment c'est notre capacité de résilience, euh, ou voire même de robustesse, qui sont deux termes aussi empruntés à l'écologie, que j'aime beaucoup. Ok. Robustesse dans le sens où on est cassé, mais finalement on n'est pas si cassé que ça. Voilà, en fait on a beau être diminué, etc. Finalement non. Pourquoi? Parce que si on s'adosse aussi à la résilience c'est cette capacité qu'on va avoir à rebondir d'une façon ou d'une autre. Et je pense que maintenant, ce super pouvoir que j'ai, c'est celui-là et qui m'a surtout permis de voir les choses d'une façon beaucoup plus positive. Je ne l'ai pas évoqué, mais en fait, moi, ça m'a permis de voir le bon côté des choses. Alléluia. Ouais, exactement, parce que finalement, mes blessures que j'ai eues avant, elles m'ont ruiné mentalement. À chaque fois que j'étais blessé, je me souviens, une de mes épaules, ça a été un an de galère. Et j'étais à moitié déprimé, j'avais 22 ans, c'était hyper compliqué de se dire chaque année je me cassais un truc ou tous les 2 ans, et j'avais le droit à une petite chute souvent qui était l'accident, le truc bête, etc. Sauf que quand tu es étudiant et que en même temps tu as la chance d'être professionnel, tu te dis juste je me prépare pour faire mes courses, si à la deuxième course tu tombes, après il te reste plus que tes études, et tes études tu penses surtout à la soirée du jeudi soir. C'est ça. Aujourd'hui vraiment c'est cet aspect-là, ce côté positif, je l'ai adopté dans tout ce que je fais en me disant de temps en temps il y a des choses qui se passent et ouais, ça peut faire chier sur le coup, mais en fait ouais, mais il y a d'autres solutions, il y a d'autres trucs à faire derrière, c'est pas si pire. Voilà. Et tu as réussi à repérer un peu comment tu te sentais avant d'être blessé? Enfin, qu'est-ce qui se passait dans ta vie qui fait que finalement tu te blesses? Est-ce que tu as réussi à repérer un peu? Oui. Ok. Ouais, le fait d'être un peu trop olé olé. Ah, ok. Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas maintenir les bonnes choses à faire, les routines qu'il faut mettre en place quand on prend des risques. Et on prend des fois les choses un peu trop à la légère en se disant oui mais non, là c'est que machin. Mais en fait non, il n'y a pas de là mais c'est que machin. Comme quand on va skier et qu'on a oublié son casque et qu'on se dit bon c'est bon, je vais skier sans casque, et c'est toujours ce jour-là où en fait on se déglingue et on se fait mal. Moi dans mon cas ça a toujours été quasiment comme ça en fait. Ok. Ouais, donc des moments où en fait manque d'attention, donc manque de préparation. Et la plupart du temps, ces chutes ou ce qui m'est arrivé, c'était plus du fait que j'ai pas fait attention à quelque chose plutôt que de pousser la chansonnette un peu trop loin. Et vraiment, dans le sens où ça m'est jamais arrivé en me disant ouais là j'y vais comme un sagouin et du coup machin, c'est jamais arrivé comme ça. Toutes mes chutes c'est toujours ouais je me fais un petit run, un petit truc à la cool. Et puis j'étais un peu trop cool parce que là j'ai sauté un peu trop court et du coup je me suis déglingué quoi. Et c'est surtout ça. Donc maintenant, avec le recul, et là, à 37 ans, quand je fais un truc, par exemple, je roule surtout en BMX en ce moment. Ok. Et même avec mes filles, du coup. Mais il y a l'étape du brief avant de partir. Génial. Donc elles sont briefées, on arrive sur la piste, je dis voilà, alors aujourd'hui attention, il y a des gens, il y a des grands sur la piste, là il y a la première bosse, souvenez-vous, on fait attention parce que c'est une bosse qui décolle, donc on met un petit coup de frein avant, bref je les brief pour qu'elles prennent l'habitude, parce que moi j'ai pris cette habitude de m'auto-briefer, et quand je vais donc m'entraîner, j'arrive, j'observe le terrain, je me pose, je souffle, je me fais mes petits échauffements, etc. Et pendant ce temps-là je me prépare pour pas faire de choses à moitié, parce que je sais que cette petite faiblesse ou lacune d'attention, elle peut me faire mal. Bah ouais, et pas qu'un peu quoi. Et pas qu'un peu, exactement. Surtout que là, je me prépare vraiment, mon objectif, c'est vraiment le championnat du monde de BMX l'année prochaine. Et donc, je me prépare beaucoup par rapport à ça. Et donc, je m'entraîne beaucoup, mais je m'entraîne aussi entre le travail, entre des réunions. Des fois, j'ai 26 heures, 30 heures de réunion par semaine, plus que ce que je dois faire à côté. Enfin, bref, je suis entrepreneur, donc je travaille 80 heures semaine. Et ça m'est déjà arrivé d'aller à l'entraînement, de m'échauffer, de faire 2 tours,
et de remballer et de repartir. Ouais. Maintenant, En c'est me plus disant- en conscience, quoi. Exactement, voilà, en conscience. C'est exactement ça le terme. C'est que maintenant, je fais les choses en conscience Génial. et j'essaye vraiment de m'assurer que, ok, est-ce que tout est dans le green, tout Ouais. est over, oui, non. Et si c'est non, en fait, je vais même plus chercher, je pousse pas. Exactement. Ça m'est déjà arrivé vraiment plusieurs fois d'aller à des entraînements, par exemple, de BMX le soir. On a des lumières et tout ça, mais quand on prend une journée d'écran Ah ouais. dans la tête, Je le soir, en fait, je voyais pas très bien, je voyais flou. Faut pas oublier qu'en BMX, on roule à 45 km/h sur les bosses, etc. Et on roule au centimètre près. Et on peut pas se permettre d'être un peu flou. Hein, je l'aurais fait quand j'avais 20-25 ans. Ouais. Mais en tout cas, maintenant, bah, du coup, voilà, c'est tout. Je me promène et j'attends de voir si ça passe un petit peu. Si ça passe pas, dans tous les cas, j'arrête Mais oui. et je range les valises. Mais oui. Et c'est ok d'être fatigué parce qu'on n'est pas des surhumains et que parfois, bah oui, bon, on a fait 2 tours, il est l'heure d'aller se coucher ou en tout cas de passer juste un moment tranquille avec sa femme, ses enfants et de poser et c'est pas dramatique. Alors si c'est ça tous les jours, en effet, si tu prépares une énorme épreuve, oui, c'est compliqué, mais finalement, c'est pas ce qui se passe. Mais comme tu viens de le dire, hein, c'est ok. Ouais, Tu vois, c'est ok l'acceptation. c'est ça. Et l'acceptation, bah, ça fait partie des choses que j'ai appris avec quelqu'un qui m'a accompagné, du coup. Hein, et je l'avais pas avant. En fait, Ouais. avant, je me disais juste, là, si t'y vas pas, c'est que t'es une fiotte, hein, en fait. Ouais, bah oui, Il y a bien un- sûr. Et surtout que nous, on a été éduqués quand même pas mal comme ça. Mm. En plus, dans notre sport, où on est dans un sport d'engagement, on se dit, ouais, là, t'es une lopette ou quoi. Mais en fait, c'est même plus. Maintenant, j'ai plus du tout cette réflexion-là et je m'en fiche. Et il faut d'ailleurs. C'est important de prendre aussi de la distanciation sur ce que pourraient penser les gens. Parce qu'en fait, personne n'est à la place de personne. Ouais. Et ça marche dans tout, hein, qu'on parle de couple ou. On ne sait pas pour l'autre. Ouais, voilà, on sait pas, on n'est pas à la place des gens. Et en fait, il faut savoir juste s'écouter. C'est pas parce que les autres font que machin. Moi, j'ai eu beaucoup d'histoires tristes dans le ski, mais je pense que ça illustre bien le truc. C'est des gens qui sont allés skier et qui vont faire du freeride, qui rentrent dans un endroit où c'était un goulet pas possible. Certains ont dit non, on y va. D'autres qui ont dit bah non, ça me fait chier. Bon, comme vous y allez, j'y vais quand même. Et finalement, ceux qui sont pas allés, c'est ceux qui n'ont pas eu l'avalanche sur la tronche 5 minutes plus tard. Ouais. Donc il faut oser s'écouter. Quand on considère que c'est non, en fait, voilà, faut juste pas y aller. C'est ça. Et là, oser suivre son intuition, parce que finalement, le danger, on le sent. Enfin, voilà, c'est encore une fois d'avoir conscience de soi et d'écouter peut-être cette petite voix, parce que si on fonce tout le temps, il y a une bonne raison. On s'est construit comme ça et c'est sûrement ce qui se passe. Enfin, c'est sûrement grâce à ça que chez les sportifs de haut niveau, on arrive à exploser, quoi, à être très bon. Mais à force de l'écouter, à un moment donné, ça pète, quoi. Donc, c'est ça, c'est encore une fois trouver l'équilibre entre je fonce et aussi j'ai le droit de me reposer ou de faire autre chose. Ouais, exactement. Mais je pense que le travail de l'intuition, il y a une forme de dichotomie là-dedans. Il y a effectivement le fait que l'expérience fait que on aiguise notre intuition, clairement. Et la deuxième chose, c'est le fait aussi de se dire que, mais en fait, c'est mon intuition. C'est pas l'intuition du voisin, Ouais. etc. C'est-à-dire que on doit écouter finalement le monde qui nous entoure, notre écosystème. Mais à la fin, il faut quand même écouter son intuition et pas se laisser balader par l'intuition de l'autre. C'est ça. Ou le mental, ou son mental. C'est aussi de faire la différence entre notre mental. Parfois, j'entends des personnes dire j'ai une intuition. Non, ça fait déjà 10 minutes que tu y as réfléchi. Donc là, c'est plus une intuition. Hein, c'est ton mental soit qui flippe ou qui veut que tu fonces. Enfin, peu importe. Mais voilà, de faire la part des choses. Et ça, c'est pas évident. On ne l'apprend pas. C'est marrant, ça me fait penser à une façon d'aborder des obstacles. Par exemple, en BMX ou en VTT descente, parce qu'on fait des sauts. On a des grosses bosses, etc. Et il y a 2 façons de voir les choses. C'est observer, regarder, calculer, etc. Et à un moment donné, y aller en totale conscience. Mais des fois, on n'a pas tous les paramètres. C'est-à-dire, oui, j'ai bien observé, etc. Mais en fait, doser ma vitesse pour passer le truc, j'ai pas vu quelqu'un le faire, etc. Du coup, j'y vais en conscience, mais pas forcément en confiance. Et j'ai remarqué que ça, c'est une façon de voir les choses. La deuxième façon de voir les choses, c'est d'y aller en confiance, c'est-à-dire de trouver un lièvre
et de se dire tiens, lui, je connais son niveau par rapport à moi, mon expérience à moi, je connais comment lui roule et je vais le suivre pour prendre sa vitesse, voir les mouvements qu'il fait et comme ça, je vais reproduire et je vais pouvoir faire Bien la sûr. chose. Et en fait, que je regarde avant ou pas, bah en final, je vais juste faire exactement comme lui fait, en le prévenant juste de bien passer, comme Ouais. ça m'évite de prendre trop de risques non plus. Mais là, j'y vais en confiance Ouais. parce que Ce que t'as vu, t'as observé. observer, puis c'est surtout que du coup, tu suis quelqu'un, mais en fonction de tes repères à toi. Exactement. Et tu vois, je lisais justement un article, je sais plus dans quoi, mais souvent pendant les entraînements, l'entraîneur a tendance à répéter 200 fois la même chose, en tout cas à beaucoup parler, d'expliquer soit l'atelier ou la manière de faire. Sauf qu'en fait, il suffit de montrer visuellement et de permettre à la personne de se tester et de sentir ses sensations dans le corps. Et donc, c'est exactement ce que tu nous dis. Tu as suivi, tu as visualisé le lièvre devant toi, tu as senti où tu te sentais sur la bosse, dans le creux. Enfin, voilà, tu as eu les sensations dans ton corps. Et en fait, après, ça s'ancre tout seul. Et il suffit pas de 15 fois, t'es pas obligé de le faire 15 fois, il me semble. Non, non, du tout. Je te laisse piocher une dernière question. Allez. Alors, quels sont tes projets futurs ? Et en quoi cette épreuve a changé ta façon d'aborder ton sport, ta carrière ou ta vie en général ? Alors bon, on en a déjà un petit peu parlé. Mes projets futurs sont très liés à l'entrepreneuriat. Ok. Clairement. Et les épreuves de la vie ont fait que je pense avoir développé justement, je pense avoir mis en place maintenant ce qu'il me fallait pour pouvoir avancer dans cette direction. Dans le domaine dans lequel je travaille, qui est l'écologie digitale, j'ai vraiment envie d'évangéliser et démocratiser en fait cette approche. Et de faire partie des leaders sur le plan européen, notamment par rapport à ce domaine-là. Et je pense que ce qui m'est arrivé en termes de blessures, etc., m'a montré que finalement, avec de la robustesse et de la résilience, tout est possible. Ok. Et c'est possible aussi en toute positivité, ce qui n'est pas toujours facile dans le domaine de l'écologie, parce que l'écologie, c'est aussi l'éco-anxiété, et c'est des sujets qui sont un peu touchy. Et ma vision maintenant de voir les choses, c'est d'essayer justement de montrer que on a peut-être l'impression que c'est quelque chose qui nous tombe dessus, etc. Mais en fait, ça permet aussi de nous remettre en question et de voir les choses différemment et d'une façon hyper positive. C'est un peu ce qui s'est passé finalement avec ta blessure, c'est de faire le ménage dans allez, ce que je garde pas, et je me concentre par exemple sur mes nouvelles idées. Et après, ça sera plus fluide dans ma pratique, quoi. Mais c'est exactement ça. Et en fait, ça s'appelle une approche frugale, c'est-à-dire se concentrer sur l'essentiel. Et je pense, et c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, merci de rebondir là-dessus, mais je pense que un des premiers enseignements qu'on a quand on prend du recul sur ce qui nous arrive, c'est finalement, c'est quoi l'essentiel ? Et c'est vrai que des fois, on part dans des trucs pas possibles. Notre vie, ça devient des trucs complètement frivoles, mais on prend pas conscience de ça. Je gère plein de projets en parallèle, etc. On me dit tout le temps, ouais, il y a plein de trucs et tout. Mais en fait, ouais, mais c'est cool. Et puis moi, maintenant, j'avance. Et justement, ce qui me fait chier, entre guillemets, je le vire. Mais je reste. Moi, ma vie, maintenant, c'est faire avancer mes projets. Faire avancer mes projets, c'est après mes filles et ma famille. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en même temps, et puis j'ai besoin du sport entre deux pour mon équilibre aussi de façon générale, parce que j'ai quand même beaucoup d'énergie souvent à revendre, gratuite celle-là. Mais c'est un équilibre du tout. Je pense que c'est important vraiment de prendre conscience justement de quel est son propre équilibre, son propre écosystème, pour ensuite être en capacité de l'articuler. Ouais. En fait, articuler les choses pour pouvoir avancer, faire des bons choix. Et finalement, on se rend compte aussi que penser à tout ça, alors là, on en parle, c'est facile d'en parler. Et c'est vrai que quand on rentre dans le sujet et qu'on est seul face à ça, non, c'est pas facile. Faut pas croire que c'est facile. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être entouré sur ce type de réflexion. Et vraiment, une fois de plus, je le rappelle, mais il n'y a aucun grand champion, aucun grand politique ou quoi que ce soit qui n'est pas entouré.
tout dans l'entrepreneuriat, par exemple, c'est incroyable à quel point finalement derrière chaque entrepreneur, il y a des gens qui les aident sur plein de sujets pour qu'ils puissent justement être uniquement focalisés sur leur valeur ajoutée. Exactement. En tout cas, merci. Je te filerai un billet pour la petite pub du métier de coach mental. Non, mais merci vraiment de faire un focus là-dessus. On va s'arrêter là. Si tu pouvais résumer en un mot notre échange, ce serait lequel? Déjà, merci pour avoir abordé une fois de plus ces réflexions. J'aurais 2 mots, en fait, je vais tricher. Ok. Déjà, le premier, ce serait le fait de partager pour sensibiliser à ce qu'on a dit. Je plaide pour ce qu'on vient d'évoquer, hein, finalement, et pour l'importance justement de cette stratégie mentale. Et la deuxième chose, c'est un peu ce qui me drive maintenant. L'important dans la vie, c'est pas ce qui nous arrive, mais c'est ce qu'on en fait. C'est beau. Merci. Eh ben, merci beaucoup à toi. C'était franchement très inspirant. Et puis, je te souhaite que du bon pour la suite, que ce soit dans ton métier, mais aussi dans les futures épreuves de BMX. Et puis, si les auditeurs veulent en savoir plus sur toi, comment ils peuvent te contacter ou te suivre? Le plus simple, c'est LinkedIn, je pense. Simon Cardon ou sur Instagram. Voilà, Instagram c'est plus sport, LinkedIn c'est plus métier, on va dire. Exactement. En tout cas, si dans tous les cas, avec grand plaisir pour échanger sur toutes les thématiques qu'on a évoquées aujourd'hui. J'adore partager, c'est la base de la vie. Ok, merci beaucoup. Et puis au plaisir sur les prochaines épreuves de BMX. Merci Flavie, merci d'avoir sorti les verres de mon nez. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode de Fais-les, votre blessure vaut de l'or. J'espère que notre échange vous a inspiré à voir vos propres épreuves sous un nouveau jour. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Pour ne rien manquer de sa sortie, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de me suivre sur les réseaux sociaux sensation.coaching. Cet épisode vous a touché? Pensez alors à le liker, le commenter, le partager autour de vous et à laisser une note positive. Ça m'aide énormément à faire grandir cette belle communauté de fêlés. Si vous avez envie d'entendre l'histoire de votre sportif préféré qui a su rebondir après sa blessure, écrivez-moi directement. J'adorerais connaître vos suggestions. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin dans votre propre parcours et bénéficier de mon accompagnement en coaching, en individuel ou en collectif, rendez-vous sur sensation-coaching.com. À très bientôt pour de nouveaux témoignages inspirants et d'ici là, prenez soin de vous.